Les sujets spécifiques pour les Asperger, il y a deux points fondamentaux. Il y a le fait que c'est en quelque sorte une protection. C'est-à-dire qu'on parle de ce sujet et ça nous soulage par rapport au monde extérieur. Et c'est aussi une forme d'obsession, mais ça peut être une obsession dans l'autre sens du terme, c'est-à-dire qu'on peut parler par passion et vraiment embêter les autres avec ça. Le professeur de géographie m'a parlé tout de suite, m'a dit, bon, pour les résultats scolaires, il n'y a aucun problème. Mais alors, votre fils, il n'arrête pas de me parler des habitants de tous les villages, les villes de Meurthe-et-Moselle. Il est incollable. Le problème, c'est qu'il m'en parle à chaque cours et... Il y a eu les animaux préhistoriques, il y a eu l'espace, il y a eu les planètes. Donc à chaque fois, c'était sur un thème. Et quand elle était sur un thème, elle ne parlait que de ça. Oui, Niels, dès le départ, a eu des intérêts typiques de l'enfant autiste ou de l'enfant Asperger, des intérêts démesurés, mais il y en a une qui nous a marqué forcément, c'est la période emballage de lessive. Donc c'était à cette époque-là, les grands barils, là, les choses comme ça. Donc voilà, c'était une passion à la maison, il y en avait partout. Quand il rentrait quelque part, là éventuellement sans dire bonjour, en ignorant totalement les gens, mais cherchant la cuisine ou enfin l'endroit où on fait la lessive, revenant avec le paquet de lessive en disant je peux l'avoir. Enfin. Alexis est passionné d'aspirateurs. On a des tas d'aspirateurs à la maison. C'est passé par les aspirateurs en jouets, donc on en a au moins 3 ou 4, et maintenant on est passé à l'aspirateur pour adultes, voilà, qui se branche, c'est vachement plus sympa, il fait du bruit, il aspire vraiment. Et puis en début d'adolescence, il s'est passionné, mais complètement passionné pour certains types de voitures, les Renault Espace. Pardon pour la publicité. Il s'est passionné pour certains types de voitures. Et à ce moment-là, il s'intéressait moins à l'apprentissage scolaire. Et j'ai réalisé que, encore une fois, de la même façon que grâce à la motivation qu'il avait pour les chats, on avait pu lui apprendre à lire et à écrire, on pouvait lui apprendre des notions abstraites, des notions géométriques, des notions mathématiques, à partir de cette passion pour les voitures. Il voulait conduire, eh bien, à partir de l'âge de 13 ans, on a eu comme livre de lecture le permis de conduire. On savait que j'étais passionné de dinosaures et d'oiseaux et des fois on me demandait quel était le nom de l'oiseau, le nom latin du rouge-gorge, du canard colvert, des choses comme ça, et je répondais aussitôt. Puis je citais même parfois la liste entière des oiseaux de la même famille. Il s'intéressait beaucoup au transport, il avait même écrit au maire de Paris pour lui donner ses idées sur les transports parisiens. Il s'est intéressé aussi à l'architecture, en particulier, c'est un peu lié à son intérêt pour l'organisation urbaine, les grands axes haussmanniens, pourquoi c'est mieux de passer par ici, et beaucoup l'architecture et la configuration des villes, voilà. Après l'école, en grandissant, je suis trouvé mon autre centre d'intérêt. Enfin, donc, c'était comme la plupart des garçons de mon âge, le football. Et moi, c'était surtout les statistiques et les classements. Enfin, je faisais des compilations de classements de foot, de scores par championnat. Ça rendait ma mère complètement folle à une époque, parce que je m'inventais en plus des championnats virtuels où j'écrivais je noircissais des feuilles entières. Premier intérêt particulier qui a vraiment viré en passion, assez étonnamment, c'était les Alpes, et c'est venu de ma découverte de la carte topographique de la station où on était. Et je sais pas pourquoi ça m'a complètement envahi. Les altitudes des sommets, le plan des pistes, le plan des chemins de randonnée, etc. C'est devenu quelque chose qui m'a fasciné. Quand j'étais au CM1 ou CM2, notre instituteur nous faisait souvent raconter nos vacances ou raconter un événement marquant de nos vacances. Moi, je prenais la parole, je la lâchais plus. Je parlais sans m'arrêter pendant une demi-heure, 40 minutes, et en racontant tout. Mais vraiment au détail, on est passé par tel chemin, ensuite on a tourné à droite, puis à gauche. Je pense que c'est le trouble le plus obsessionnel en moi aujourd'hui. C'est quand je suis sur Google Maps, je peux y passer la nuit entière. Et je sais comment organiser la banlieue parisienne très bien. Je connais la population de quasiment chaque commune d'Île-de-France.
Et je connais la densité et la démographie à peu près de chaque commune d'Île-de-France et chaque arrondissement parisien. Pour le violon, c'est pareil, ça me prend beaucoup de temps, c'est devenu assez obsessionnel comme je disais, je joue partout dans la maison. J'emmène assez souvent mon violon avec moi au cas où j'aurai 5 minutes pour jouer dans un endroit, pour jouer quelque part. Et les enfants aussi, quand ils veulent venir me parler, sont souvent obligés de me faire lâcher l'archet parce que j'ai toujours l'archet dans la main ou je suis toujours en train de jouer. C'est un peu une relation, presque une relation amoureuse en fait, avec mon violon. J'ai mon homme, mes enfants et j'ai mon violon, quoi, en fait, en gros. C'est un peu ça en ce moment. J'ai l'impression que mes parents pensent que je joue un peu trop sur les jeux vidéo. Et donc ils demandent que je dois sortir un petit peu, prendre un peu d'air. Mais quand je vois un mauvais temps, je dis mais je peux pas sortir, il fait trop moche. Avec beaucoup d'efforts, j'ai fini par réussir à me maîtriser. C'était très difficile parce que quand on est vraiment passionné, quand on pense à ces choses qu'on aime, on a envie, mais une envie comme si on avait très faim et très envie de manger quelque chose. Ça demande un gros effort sur soi. Ça, c'est un intérêt spécifique en fait. Quand je pars dans mes rêveries, j'invente des histoires pendant des heures et des heures. Ça me fait vraiment plaisir. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Après, je connais parfaitement la limite entre les rêveries et le réel, mais c'est très agréable d'imaginer des histoires, de pouvoir visualiser ces histoires, de pouvoir les moduler, de pouvoir vivre autre chose presque que la vie courante qui parfois elle manque un peu de piment, on se dit mais justement pouvoir imaginer tout ça, ça met le piment qui manque parfois. Après c'était très envahissant quand j'étais très en difficulté, c'est-à-dire en 4e, 3e, j'y passais des heures et des heures, ça me permettait c'était un moyen de fuite. Tony Attwood parle de fuite dans l'imaginaire, hein. Donc oui, ça aide à passer les difficultés et ça aide aussi à vivre parce que c'est quelque chose qui est agréable, hein, en tout cas pour moi. J'ai une passion, c'est les danses et chants folkloriques. Je connais presque toutes les danses par cœur. Et il suffit que je les regarde une fois, je peux la redanser 2 jours après. J'adore danser. En fait, ça me permet d'évacuer le stress. Puis je suis dans mon monde. Au niveau du folklore, je suis dans mon monde. Et j'ai plus de 500 disques folkloriques, tout confondu. Très bien français ou étranger. Quand je prends ma photo, je vois pas... plus rien n'existe. Je pense que c'est mon moment de calme dans la tempête. C'est devenu une véritable passion, dans le sens où je peux y passer des heures, je pourrais ne pas manger, ne pas boire, parce que je veux retravailler mes photos. D'un côté, je rêve de pouvoir établir des relations durables avec les gens. Et d'un côté, j'ai mon monde à moi, avec ma photo, avec mes dessins, avec ma cuisine. Et en même temps, je peux faire découvrir aux gens mon monde intérieur.